Après avoir vu comment la souveraineté nationale s'affirme, nous allons voir dans cette seconde partie quels sont les changements sociaux, politiques et géopolitiques provoqués par la décennie révolutionnaire. Démarrons d'abord avec un focus rapide sur deux groupes dont on va ensuite parler, que sont les Girondins et les Montagnards. Les Girondins désignent un groupe parlementaire, ainsi appelé parce que plusieurs de ses membres sont originaires du département de la Gironde, qui est situé donc au sud-ouest de la France. Ils sont groupés autour de Brissot et de Vergniaud et portent d'abord le nom de Brissotins, du nom donc de leur leader Brissot. Les Girondins, socialement, sont issus de la bourgeoisie aisée. Ils craignent tout à la fois le retour à l'ancien régime et les insurrections populaires. Ils veulent sauvegarder les institutions décentralisées mises en place en 1789 et stabiliser au plus vite la Révolution. En face, nous avons les Montagnards. Les Montagnards se désignent ainsi parce que, à l'Assemblée législative et à la Convention, leurs membres siègent à la gauche du président dans les travées les plus élevées, la montagne, qui se distinguent de la plaine, les travées inférieures, où se retrouvent les députés les plus discrets. Ils sont menés par des hommes de charisme, que sont Robespierre, Danton, Saint-Just, Marat, etc. Les Montagnards veulent un pouvoir fort, centralisé, pour avant tout consolider les acquis de la Révolution et ne souhaitent à aucun prix une guerre. Ils s'appuient sur les sans-culottes parisiens, toujours prêts à déclencher une émeute. Cette mise au point étant faite, intéressons-nous maintenant à trois éléments que sont la contre-révolution, la religion et la mort du roi, qui font partie des premiers changements apportés par la décennie révolutionnaire. D'abord, il faut rappeler que la Révolution n'a rien d'unanime et qu'elle est à ses débuts parisienne et fort lointaine des préoccupations des Français. Elle a beaucoup d'adversaires qui sont très motivés et qui souhaitent la restauration de la monarchie absolue. En cela, ils rejettent en bloc la monarchie parlementaire instaurée. Alors qui sont-ils, ces adversaires ? Ce sont ceux qui viennent de perdre leurs privilèges, essentiellement des seigneurs, des nobles et des religieux. Ces adversaires résistent contre les libertés et les nouveaux droits accordés au peuple. Une partie du clergé fait partie de ces contre-révolutionnaires, car la nouvelle constitution civile de 1790 vient de confisquer une partie du pouvoir et de l'influence des religieux. L'Assemblée avait exigé de tous les prêtres un serment d'obéissance à la Constitution. Il se trouve que beaucoup de ces prêtres la refusèrent. On les appelle les prêtres réfractaires ou insermentés, tandis que ceux qui l'ont accepté sont à l'inverse nommés les prêtres constitutionnels ou jureurs. Au début de 1791, à peu près la moitié du bas clergé, c'est-à-dire les curés, avaient consenti au serment, tandis que quasiment tous les évêques, le haut clergé, l'avaient rejeté. Chez les élites, les idées contre-révolutionnaires sont également très alimentées. Elles sont entretenues, notamment par la reine Marie-Antoinette et ses réseaux, par de fervents royalistes ou par des écrivains comme Rivarol ou Sulot. Il se trouve que un événement est marquant au début de cette décennie. Il s'agit de la fuite du roi Louis XVI qui prévoyait de partir de France avec sa famille en 1791. Famille royale qui est arrêtée à Varennes et qui est contrainte de retourner à Paris de façon extrêmement humiliante. Cette fuite du roi est à l'origine d'une rupture extrêmement forte entre le peuple et le roi. Et couplé à de nombreux autres, cet événement de la fuite de Varennes va conduire au vote de la mort du roi Louis XVI à une voix près, ce qui montre qu'on est loin d'avoir une unanimité chez les députés, puis à son exécution le 21 janvier 1793. Quelque temps auparavant, en 1792, Louis XVI avait déjà été incarcéré, emprisonné aux Tuileries, et les députés avaient alors décidé, sur une proposition du Girondin Georges Danton, que les actes publics seraient désormais datés de l'an 1 de la République. Une naissance de la Première République, donc en 1792, extrêmement discrète, et Robespierre, le montagnard, aura ce mot. Il parlera, pour parler de la naissance de cette Première République, d'une manière furtive. La République naît donc de manière furtive, en tout cas discrètement. Cette République, on va le voir dans cette seconde sous-partie, est particulièrement fragile, mais extrêmement sanglante. La Première République naît donc de la Révolution en cours et connaît des débuts chaotiques et violents.
Tout cela démarre début mars 1793 avec ce qu'on appelle la guerre de Vendée et qui s'avère être la plus impitoyable guerre civile qu'ait connue la France. Pourquoi cette guerre se déclenche-t-elle ? Eh bien, la Convention, l'Assemblée, a proclamé, je cite, la patrie en danger et a ainsi annoncé la levée de 300 000 hommes pour renforcer les armées de la République et donc défendre ses frontières. C'est une mesure extrêmement impopulaire qui va entraîner un refus massif et une révolte paysanne dans tout l'ouest de la France. Les paysans vendéens, jusque-là comme beaucoup d'autres indifférents à l'agitation parisienne, ne supportent pas qu'on leur demande de verser leur sang pour une cause qui leur paraît si lointaine. On dénombre dans cette guerre de Vendée, en 2 ans, 100 000 morts. À Paris, pendant ce temps, est constitué un tribunal révolutionnaire qui est destiné à juger, je cite, les traîtres à la patrie, ainsi que les opposants au nouveau régime républicain. Robespierre érige alors la terreur en système, tout en proclamant la légitimité du nouveau gouvernement révolutionnaire. L'escalade de la violence est en route et dès la fin de 1793, on voit guillotiner à Paris Marie-Antoinette, épouse du défunt roi, ainsi que de nombreux adversaires politiques que sont les Girondins. En province, la répression ne fut pas moins terrible. La terreur s'accélère donc et la guillotine tourne à plein régime. Elle fera jusqu'à l'exécution de Robespierre le 28 juillet 1794 20 000 victimes environ. Sur le plan extérieur, suite à la mort de Louis XVI en janvier 1793, les souverains étrangers commencent à voir d'un autre œil la Révolution française. Jusque-là, ils la soutenaient plus ou moins car ils voyaient cette Révolution française comme un moyen d'affaiblir la France sur le plan international. Il n'en est plus du tout de même au début de l'année 93, puisque dès février, l'Angleterre monte une première coalition militaire contre la France, associée à l'Autriche, la Prusse, l'Espagne. D'ailleurs, la France parvient tout de même à en sortir gagnante. Début 1794, on a donc une France qui est déchirée par les guerres extérieures, par les guerres intérieures et par les divisions entre les différentes factions politiques. Économiquement, la France est à bout de souffle, son économie étant ruinée par les guerres. On voit donc qu'en 1794, l'avenir de la Révolution est extrêmement incertain.